Bienvenue sur le podcast Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture du Trône de Fer ou The Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 8, soit le deuxième chapitre de Tyrion, personnage préféré de mon copilote favori Guillaume. Et donc, je suis là, c'est moi. Et donc, vas-y Guillaume, je te laisse faire le résumé du chapitre. Donc, je vais la faire rapidement pour le coup. Dans ce chapitre, on va retrouver Tyrion, donc au cours d'un dîner privé avec Janos Slynt, donc le nouveau seigneur de Harrenhal, à la suite de sa participation pour l'exécution de Ned Stark. Cependant, Tyrion voit pas du tout du même œil ce qu'il considère une trahison et souhaite l'envoyer à la garde de nuit pour ses méfaits. Et plus tard, on va apprendre par la même occasion que Varys, que Cersei cherche à éliminer la descendance de Robert en massacrant tous les bâtards qu'il aurait pu avoir dans son dos. Ah oui, pardon. Je sais, c'était quoi C'était quoi? J'ai dit, bon, j'ai pas plongé dans les détails. Ouais, c'est vrai. On aura largement le temps de le faire. C'est vrai que là, on enregistre cet épisode dans plein d'épisodes de canicule en France, donc là, on a chaud. J'avoue qu'on a assez pressé de faire cet épisode. On va essayer de le faire. On va essayer de le faire bien quand même. Le chapitre débute sur ce qui semble être un dîner entre Tyrion et Janos Slynt. D'ailleurs, ils se partagent une bouteille de vin qui viendrait de Dorne et non de la Treille. Bon, on a compris grâce à Guillaume, grand amateur de vin, que c'était de ces deux lieux que venaient les meilleurs crus. Ouais, que la Treille, c'est un peu Bordeaux et le Dorne, c'est un peu la Bourgogne, quoi. Exactement. Ils parlèrent tout d'abord de la nouvelle seigneurie de Janos Slynt, qui est devenue, on le rappelle, Lord de Harrenhal. Tyrion lui rappelle qu'on dit de la forteresse qu'elle est hantée, maudite. On vient de tourner l'épisode précédent de Catelyn, où l'on découvre l'histoire de Harrenhal. Donc je pense que ça va un peu saouler Guillaume de vous rappeler l'histoire. Alors je vais m'en charger en 2 secondes. Mais globalement, Arryn, le Noir, le roi qui régnait à cette époque-là, où les couronnes étaient encore indépendantes sur les îles de Fer et sur le Conflent, qui était sous le joug des îles de Fer, avait décidé de construire une forteresse qu'aucun homme vivant n'avait jamais vue. Et la construction, elle dura 40 ans. Et le problème, c'est que le jour où la construction de la forteresse fut finie, c'est le même jour que Aegon le Conquérant débarqua à Port-Réal. Et donc Aegon le Conquérant, il a pris un malin plaisir à remettre les pieds sur terre à Rennes le Noir. Et donc il a brûlé la forteresse, cramé de la tête aux pieds. Et depuis ce jour, la forteresse, elle est dite du coup maudite. Tyrion et Janos évoquèrent ensuite la succession de Janos Slynt au poste de commandant du guet. Oui, car Janos Slynt, avant d'obtenir Harrenhal, était le commandant des Manteaux d'Or, soit le guet, la garde de Port-Réal. Janos Slynt suggère Alardim serait un bon remplaçant. C'est la première fois qu'on entend le nom de ce personnage, et d'après les appendices de Ahsoka, c'est le cher en chef de Janos Slynt. Tyrion avance lui le nom d'un certain Jacelyn Predo. C'est l'actuel capitaine de la porte de la Gadoue, et d'après Tyrion, il s'est fait remarquer lors de la rébellion de Balon Greyjoy. Robert y a même fait chevalier là-bas. C'est aussi la première fois qu'on entend le nom de ce personnage, Jacelyn Predo, et les appendices confirment qu'il est le capitaine de la porte de la rivière. Alors, du coup, petite précision, dans le premier tome, on a appris que le vrai nom, celui inscrit sur la carte de cette porte, c'était la porte du fleuve ou de la rivière, mais que le bon peuple l'appelait la porte de la Gadoue. Ouais. Janos Slynt est contre cette nomination, car les hommes ne l'apprécient guère. Il est dur et rigide. Qu'est-ce qu'il y a ? Dur et rigide, pour moi, ça sonne genre, il est incorruptible, c'est relou. Ouais. C'est clairement ça, quoi. Oh non, il est chiant, il va te... Tu vas voir, il boit pas, voilà quoi, c'est un mec, c'est un mec chiant. Il est chiant, quoi. D'ailleurs, dans les appendices, on apprend que son surnom est Main de Fer. Puis, c'est un infirme. Il aurait perdu sa main durant le siège de Pique, et c'est à cause de cela que Robert l'aurait nommé chevalier. Et justement, on apprend plus tard dans le chapitre qu'il a véritablement planté une main de fer sur son moignon. Pour revenir sur Alardim, le sergent-chef de Janos Slynt, Tyrion évoque une histoire qu'il a entendue sur une bagarre dans un bordel.
On comprend qu'Alardim était chargé de tuer un enfant, un bébé même, et que la mère s'était interposée, donc il a dû tuer les deux. C'était Janos Flint en personne qui l'avait choisi sur une mission, car je cite, pour un bébé encore au sang, ça demande une espèce à part. Un type dur pour un bouleur dur, c'est Alardim. Oh là là, laisse tomber, quoi. Le mec clairement malléable, quoi, et qui fait tout ce que tu dis, un vrai psychopathe. Dans la réputation. Tyrion demande alors à Janos Flint l'identité de la personne qui lui a donné la mission d'aller tuer un bébé, mais Flint garde le silence sur cette question. Donc on sent que bon, c'est un ordre qui doit venir d'assez haut, et vu qu'à présent Tyrion est main du roi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie. À partir de ce moment du chapitre, on comprend que la véritable intention de Tyrion n'est pas juste de dîner avec Janos Flint, mais de le punir et de l'envoyer à la garde de nuit. Et donc plusieurs choses sont évoquées durant ce repas. D'abord, quand Tyrion évoque la garde de nuit, il s'y réfère avec le Lord commandant, Lord Mormont. Et Janos Flint se méprend en pensant qu'il veut parler de sa sœur, Maggie Mormont, l'actuelle dame de l'île aux ours. Janos Flint part même d'une rumeur disant que celle-ci couchera avec des ours. Bah, le Ah, seul truc, c'est que c'est une femme et on l'appelle pas Lady Mormon, quoi. on l'appelle comment? Bah, Lord Mormon, et on parle de Lord Mormon, et lui, il pense à Maggie Mormon. Donc ça veut dire que c'est un peu une exception. Ah ouais, je sais ce que je veux dire. Oui. Tyrion aborde ensuite le sujet d'Eddard Stark et de la trahison conjointe de Littlefinger et d'Janos Flint. Le seigneur d'Harrenhal se défend en expliquant qu'il est fidèle au roi Geoffrey et à la reine Cersei, que Eddard Stark était un traître, qu'il avait essayé de l'acheter, etc. Mais on comprend qu'il n'était pas au courant que Cersei devait pardonner à Eddard s'il y jurait fidélité et l'envoyer au mur. La décapitation de Ned a pris de tout le monde par surprise, y compris Varys, d'après Tyrion, qui est normalement au courant de tout. Je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais bon, ça se voit que c'était vraiment... Alors, on ne sait pas si Geoffrey, il a fait sur un coup de tête ou s'il avait réfléchi avant, quoi. Mais de ce qu'on comprend, il n'en avait parlé à personne. Bah, il en avait parlé à personne. Clairement, c'était clairement ça venait de lui, quoi. C'était sa propre idée. Personne lui a susurré à l'oreille. C'était purement. Est-ce Moi, je pense que qu'il c'était impulsif. Hein. Ouais, c'est possible, hein. Mais clairement, ça rend Geoffrey très dangereux parce que même Varys, il est pas capable de voir les choses venir parce que ça le rend très imprévisible. Tyrion, avant de punir Janos Flint, l'informe que ses enfants deviendront pupilles des Lannister. Ses fils pourront ainsi devenir écuyers, et s'ils servent bien, pourront même devenir chevaliers. L'aîné obtiendra des terres, et il lui incombera d'arranger un mariage pour la fille de Janos Flint. Le seigneur de Harrenhal essaye bien de partir fier du dîner, prétextant qu'il avait de bons amis à la cour, le roi, la reine régente, Littlefinger, mais Jasmine Prédo, le nouveau commandant du guet, vint le cueillir à la sortie des appartements de Tyrion. Notre main du roi préféré prit aussi le soin de faire capturer Alardim et tous les hommes de main de Janos Flint. Voilà, Tyrion, un homme précautionneux. Là, on n'a pas Eddard en tant que main du roi. Tyrion, il connaît les games. Et il sait dans quoi il se plonge, quoi. Après ce dîner fort chargé en émotions, c'est au tour de Varys de pénétrer dans les appartements de Tyrion. Alors, Tyrion évoque d'abord avec Varys l'affaire du bordel et du bébé tué. C'était Cersei qui avait chargé Janos Flint de cette besogne, mais Varys était bien sûr au courant. Et on comprend, grâce à leurs échanges, que ce bébé était un des bâtards de Robert, sûrement l'enfant qu'avait découvert Ned lors de ses recherches durant le premier tome, le bébé nommé Barra, que sa mère avait nommé en l'honneur de Robert Baratheon. Ned avait découvert cet enfant dans un bordel de luxe appartenant à une certaine Chataya. On l'avait appris dans le premier tome. Ouais. Et cette Chataya est maintenant citée dans les appendices de Clash of Kings comme étant la propriétaire d'un bordel de luxe. On se doute bien que Robert, il n'allait pas dans des bordels de car voilà quoi, il fallait la qualité. C'était vraiment la qualité, quoi. C'était un homme de goût. Et ce bordel apparaît même dans la nouvelle carte de Clash of Kings, celle de Port-Réal.
Ça me fait rire parce que quand j'ai monté l'épisode du prélude où on en parle, ou je crois que c'est l'épisode enfin, le chapitre 1, tu sais, on disait oui, le bordel est sur la carte, et toi tu disais que ça se trouve c'était la carte de l'office du tourisme. Et Ouais, c'était le lieu assez important qui était marqué dessus, quoi. ouais, c'était vue incontournable. Voilà, le Moulin Rouge, Pigalle, il faut Pigalle. passer par là, quoi. Si on fait un point sur les bâtards de Robert, on connaît Gendry, l'apprenti forgeron qui accompagne à présent Arya et Yoren sur la route du mur. On connaît aussi l'enfant que Robert a conçu durant le mariage de Stannis. Ouais, Euh, pour rappel, il l'avait conçu pendant le festin du mariage sur le lit nuptial avec une des nièces de la mariée, Lady Célis Laurent. Lady Célis Laurent qu'on a aperçue durant le prélude de Clash of Kings. Cette nièce est citée à présent dans les appendices de Clash of Kings. Elle se nomme Lady Delena Florent. Le garçon, on l'avait appris durant le premier tome, est à présent la pupille de l'actuel gouverneur d'Académie. On apprend leur nom dans les appendices. Alors, le gouverneur actuel d'Académie se nomme Courtney Penrose, et sa pupille, donc le bâtard de Robert, se nomme Edric Storm. Donc, on apprend que Storm, c'est le nom de bâtard dans les terres de l'orage. logique. Comme Snow, du coup, dans le nord. On a quoi d'autre comme nom de bâtard? Il y a pas, non, je sais plus, il y a pas Flower, non, ou un truc comme ça. Si, en fait, dans les appendices, il doit y avoir des noms de, tu vois, que tu dis Flower, Grinder, même si on l'a pas précisé, ça sent que c'est des noms de bâtards un peu. Ouais, Hill, Sand aussi. Oui, Sandia. Dans les appendices, je crois qu'il y a. Mais en tout cas, voilà, on en apprend un peu plus sur, on comprend la typologie, quoi. C'est assez simple. Ouais. On reprend sur les bâtards de Robert. On connaît aussi Mia Stone. Ah bah du coup Stone aussi. Ouais, Euh, c'est à la montagne, quoi. ouais, C'est bah, dans le les Valdarin. Valdarines. Donc Mia Stone, Guillaume, je te rappelle, hein, c'est la fille qui avait accompagné Kathleen lors de son ascension du Valdarin. Exact. Et c'est Ned qui, en repensant au bâtard de Robert, qui nous avait indiqué que Mia en faisait partie. Et bon, on connaît cette Bara que Ned avait découverte dans le tome 1. On comprend que Cersei en a après les bâtards de Robert, à présent, qu'il est mort. Et personnellement, euh, plus que de la haine pour eux, je pense qu'elle les veut morts pour éviter qu'il y ait un trouble au niveau de la succession. Oui, elle prévoit le coup, quoi. Ouais. Parce elle sent que notamment Ned avait dévoilé, enfin connaissait son secret ultime, Mhm. et que c'est pas impossible que Ned ait un peu ait fait passer le message quelque part, quoi, que l'info circule. Donc Mhm. autant maximiser ses chances de pas avoir de problème de succession. Ouais. Mais ouais, parce que tu sens de toute façon dans le tome 1 que Cersei, elle en a pas grand chose à foutre de Robert. Hein. Enfin, qu'il ait des bâtards, même, je pense pas qu'elle en ait vraiment l'importance, mais juste que si ça pouvait créer un problème pour Geoffrey et pour le fait qu'il soit légitime, là, elle est prête jusqu'à tuer, quoi. Elle est prête jusqu'à Ouais, tuer un bébé pour ça. ouais. Mais tout ça, moi, ça me fait grave penser à Kathleen, hein. Tu sais, dans le dernier chapitre, là, on disait que Kathleen était un peu égoïste, et en tout cas, quand il s'agissait de ses enfants, elle était beaucoup moins rationnelle, et c'est là qu'elle pétait les câbles. Mais tu sais, c'est un peu ce qu'est Kathleen. Je me rappelle, il y a une phrase dans le premier tome qui dit que elle était rassurée de voir de voir John partir au mur et jurer ses vœux à la garde de nuit. Comme ça, même si c'était un bâtard, il y aurait plus de problème au niveau de la ligne de succession, quoi. Clairement. Et on se demandait, du coup, pourquoi, tu sais, on se demandait pourquoi Varys protégeait Gendry. Parce qu'on avait appris par Yoren que c'était un homme avec une apparence qui faisait fortement penser à Varys, en déguisement, qui avait confié Gendry à Yoren dans Ouais, l'échange d'un sac de bourse. c'est ça. Et du coup, moi, je me suis dit, mais en fait, peut-être que, justement, Varys, enfin, il est au courant de la bâtardise, ça c'est sûr. Et du coup, qui cherche à protéger Gendry dans le sens où il veut quand même c'est pas une rançon, mais en tout cas, Un euh, levier, quoi. ouais, voilà. Le fait que justement il existe des bâtards de Robert, ça peut créer du conflit, du chaos qui pourrait lui servir dans ses plans, même si on ne connaît pas exactement quels sont-ils. Ouais. Vraiment. Il est très prévoyant, quoi. Hmm.
Si En tout c'est cas, ça. comme ça m'a paru logique quand ça m'a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, ah ouais, mais peut-être que c'est à cause de ça, en fait. Mm. Quand Varys évoqua la mère de Bara, il intima à Tyrion qu'il trouvait cet acte désolant, que la femme aimait véritablement Robert. Et la réponse, ou plutôt les questions que Tyrion lui donne furent: est-ce qu'une putain peut aimer véritablement? Non, ne répondez pas. Il est des choses que je préfère ignorer. Et cette phrase a fait tellement écho avec le premier chapitre de Tyrion de Clash of Kings lorsqu'il rejoint Shae, et après l'avoir embrassé, il se dit à lui-même n'apprendras-tu jamais rien? Non. Une putain, maudit sois-tu, qui n'aime que ton argent, pas ta queue. Te souviens, Tisha? Donc on sent que Tyrion, il est au courant, intimement, profondément, que Shae ne l'aime pas, mais qu'il essaye de s'en persuader ou au minimum, il veut pas se poser la question sur le fait est-ce que les putes peuvent réellement s'attacher. Et on sent que en fait intimement il sait que non quoi. Oui. Oh, enfin, il doute fortement, quoi. Mais après, c'est Mmh. vrai que Shay joue un jeu vraiment convaincant, quoi. Ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ce En qui, tout d'un cas, côté, si elle fait vraiment semblant, la rendrait vraiment unique, quoi, parce qu'elle est capable de persuader à un point, à vraiment à tromper, à faire douter Tyrion qui en avait plus d'une, hein, des prostituées, quoi. bah non, on avait dit justement dans le tome 1 que c'était le Tyrion de la série qui avait beaucoup de prostituées, mais Tyrion des livres, on sent Pas qu'avec tant que l'histoire ça. de Tisha là, il a été assez immunisé quoi. Et il se donnerait plutôt une image. Ouais. D'accord. C'est possible. Ouais. En tout cas, on apprend que Shae a quitté l'auberge de l'enclume brisée dans laquelle Tyrion l'avait rejoint à la fin de son premier chapitre et qu'il l'a placé dans, je cite, une vaste maison de pierre et de bois qui possédait son propre puits, un jardin et une écurie, avec des servantes pour veiller à ses moindres désirs, un oiseau blanc des îles d'été pour compagnie, de la soie, des gemmes, de l'argent pour sa parure et des gardes pour la protéger. Et Et- là, on a une michto de qualité. ouais, elle vit Ça, bien, quoi. monsieur. Alors, la baby mama, là, elle est bien. Là, Ouais. elle est... Waouh. Voilà, là, on est sur du niveau futur, quoi. Voilà. Futur qui prend soin de sa baby mama. Waouh. Je veux dire, la pension alimentaire, elle est bien remplie. Là, Ouais. je sais. Putain, je suis mort. Là, il a tout fait. Il a tout donné. Ah, c'est impressionnant. C'est-à-dire que, genre, elle a rencontré quoi de Tyrion il y a 2 mois? Mais t'as l'impression que c'est un rêve qu'elle vit, là. Elle est passée des tentes camp de soldats à villa, piscine, Je villa, suis mort. piscine, Ah non, l'évolution professionnelle, on peut dire que oui, elle a été assez rapide, quoi. le Assez step up est fulgurante. le step up est incroyable. En tout cas, pour Varys, il fallait aussi que Tyrion, malgré qu'il ait maintenant les manteaux d'or dans sa poche, prenne en compte les manteaux rouges, la garde personnelle des Lannister à Port-Réal. Mais pour Tyrion, il ne se comptait pas, de par leur nombre, où ils ne sont qu'une centaine contre 6000 manteaux d'or, et la moitié de ces manteaux rouges lui seraient fidèles. De plus, eux et son capitaine Villard, que nous avons rencontré dans le premier tome, enfin dans le premier chapitre de Tyrion, lorsque justement Tyrion se rendait à l'enclume brisée. Enfin, du coup, ces manteaux rouges et le capitaine Villard sont plus fidèles aux Lannister et à Tywin, plus qu'à Cersei ou Tyrion. Donc bon, les manteaux rouges pour Tyrion, c'est pas du tout un problème. On apprend ensuite que c'est Varys qui a conseillé Jacelyne Prédo au poste de capitaine des manteaux d'or. C'est pour cela que Tyrion s'en méfie quand même un peu. Il se défiait de l'araignée. Et on revient ensuite sur la devinette que Varys a posée lors du premier chapitre de Tyrion. Varys lui demande s'il a réfléchi, et en conclusion, lui donne la réponse: le pouvoir réside là où les gens se le figurent, ni plus ni moins. Alors là, la devinette, je l'ai plus en tête, mais globalement, c'est un reître qui est devant 3 personnes. Je crois que c'est un prêtre, un roi et un homme super riche. Et chacun des 3 personnages demande au reître de tuer les autres. Ouais, Et du coup, la devinette de Varys, c'est du coup qui meurt, qui vit, quoi. c'est ça. Oui, donc voilà. La réponse de Varys, c'est le pouvoir réside là où les gens se le figurent, ni plus ni moins.
Donc il dit que en gros, mais je crois que tu l'avais déjà expliqué un peu Guillaume, bah vas-y, je te laisse parler. Non, mais qu'en gros, ça dépend clairement des valeurs du reître, quoi. Qu'il n'y a pas de réponse. Les fanatiques iront vers le prêtre, les loyalistes iront vers le roi ou le seigneur, et le mec avide d'argent ira forcément vers le plus offrant, quoi. Hum, Donc il n'y a pas de réponse définitive à cette question, si ce n'est qu'une réponse avec une variable, comme le dit Baris. hum. Et d'ailleurs, Guillaume, dans le premier chapitre de Sirion, moi je pensais que cette devinette, elle apparaissait pas dans la série. Et tu sais, toi tu disais que t'avais l'impression qu'elle apparaissait, ou des fois tu lisais des passages du livre et t'avais l'impression de les avoir déjà vus dans la série. Mais Ouais. en fait là, t'avais totalement raison. En fait, cette devinette, elle apparaît dans la série, mais elle apparaît bien plus tard dans la saison. En fait, elle apparaît pas au début, elle apparaît dans l'épisode 4. D'accord. Donc ils ont déplacé un peu ce passage. Et à ce moment-là du chapitre, on a un discours de Tyrion qui se questionne sur l'identité réelle de Varys. Et je sais pas pour toi, mais j'adore ce passage. Genre, et je trouve que le discours de Tyrion, il est génial. Voilà, tout son petit exutoire là. Et quand on sent la dichotomie entre Tyrion, qui selon lui est une farce des dieux, mais pour autant, il reste plus chanceux que Varys, qui est une farce des hommes pour Tyrion, car même en restant un an, il lui resterait plus de possibilités qu'à un eunuque en pouvant prendre femme et engendrer enfant. Je trouve que c'est un passage qui est réellement bien écrit, celui-là. Oui, clairement. Mais c'est vrai on sait que très peu de choses sur Varys. Bon, d'abord qu'il est un eunuque. Et déjà, comment le sait-on? Je veux dire, comment on sait que Varys est un eunuque, Ouais. là? Je veux dire... Est-ce que quelqu'un est venu lui palper les couilles, quoi? De par le grand maître Pycelle, on sait qu'il est né esclave à Lys. Troisièmement, que bon, il traite avec Homopatis, mais c'est vraiment les seules infos qu'on a sur Varys, quoi. On sait qu'il arrive à la cour sous le règne d'Aerys II Targaryen, mais je veux dire, on n'a pas de, enfin c'est un mystère ce type. Mais c'est l'un des personnages. Ouais, c'est ça. C'est l'un des personnages vraiment les plus obscurs de la saga pour l'instant. Et la phrase qui suit le discours est encore mieux. J'adore quand, enfin après la use de Tyrion, son discours, et il y a une phrase omnisciente qui dit pas un instant, le sourire de l'eunuque n'avait vacillé, mais ce qui luisait dans ses yeux n'était pas rayeur. Et il y a une chape de plomb qui s'installe dans le chapitre à ce moment-là. Genre quand tu lis ce passage, c'est vraiment pas un instant, le sourire de l'eunuque n'avait vacillé, mais ce qui luisait dans ses yeux n'était pas rayeur. Et toi, tu sens qu'il y a une pression qui s'installe, quoi. Ouais. Et, enfin, du coup, j'ai enregistré cette phrase parce que je l'ai adoré. J'enregistre les phrases du Trône de Fer que j'aime bien. Et j'ai fait une recherche Google et il y a une super belle illustration qui est ressortie. Donc sur Tumblr, pardon, il y a un mec qui a fait un dessin de Varys avec cette phrase en légende. Et c'est exactement le Varys que j'imagine quand je lis cette phrase. Donc je mettrai la photo sur Facebook et Twitter en postant l'épisode. Donc essaye de te l'envoyer, Guillaume, pour que tu vois à quoi ça ressemble. Bah, je suis pas exactement d'accord. Bon, c'est pas grave. Pourquoi? T'en penses quoi? Je sais pas. Ses yeux me donnent pas. Enfin, ses yeux me donnent pas l'impression que il a pas envie de rire ou. Non, ça va. Ah Non, ouais? je sais pas. Je Ouais. trouve qu'il y a grave une différence entre justement son sourire et du coup, il y a ses yeux qui sont archi sérieux, tu vois, sur la photo. Bah, Enfin, sur le dessin plutôt. j'essaye de cacher ses yeux en regardant que la bouche et de regarder les yeux en cachant la bouche. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il a un petit regard triste, mais Ah, c'est flippant un c'est peu. pas, c'est pas On dirait un évident. peu un clown triste, genre, tu vois. Bon, pas évident pour moi, pas évident. Mm. Ça illustre pas parfaitement ce que j'ai dans la tête. Quoi qu'il en soit, Varys botte en touche et les mystères sur son identité restent entiers. On apprend ensuite que les jumeaux Redwine ont soudoyé un garde pour s'échapper de la capitale. Pour rappel, ce sont les fils de Paxter Redwine, un seigneur important des Tyrell, le seigneur de la Treille, et ils sont retenus prisonniers à la cour de Port-Réal. Malheureusement pour eux, Varys l'araignée est au courant de tout. Il y a aussi, d'après Varys, une naissance au sein de la capitale de 100 prêcheurs de la comète rouge qui prédisent catastrophe et ruine à qui veut l'entendre,
Donc on sent que cette affaire elle est devenue un petit business quoi. Ouais. Le moment comète, faut capitaliser dessus. Ouais, oui, il est temps de faire des fanatiques, quoi. C'est le meilleur moment. Il y a la Vraiment un truc de. guerre, il y a des trucs, les gens, ils ont besoin de se raccrocher à un truc. J'imagine tellement le prêcheur au centre du village, là, sur la grande place. La comète rouge va vous, tu vois, genre. Ouais, clairement. Tous vos péchés vont être, tu vois. Ouais. Une chose à ajouter, Tyrion nous apprend qu'on s'approche du 300e anniversaire du débarquement d'Aegon le Conquérant. On savait que le premier tome débute en 298 après la conquête, donc il y aurait un an qui se serait écoulé depuis le début du tome 1, Game of Thrones. À la fin du chapitre, Tyrion retrouve Bronn. Celui-ci était chargé à présent de recruter des hommes pour le guet. On sent que Tyrion veut mettre en place au sein de sa garde personnelle et du guet des hommes qui n'appartiennent encore à personne. Et on comprend qu'il ne se sent pas en sécurité et qu'il souhaite être protégé le plus possible. Alors Tyrion, tu sens que c'est les gars vraiment minutieux qui arrivent et qui se disent moi je sais dans quoi je me lance, je connais le jeu, vous allez pas me la faire à l'envers, je suis pas Ned Stark, tu vois. Ouais, il se dit ouais, c'est bon, ils l'ont mon prédécesseur, il s'est fait niquer. Franchement, tu dois pas être serein quand tu prends la place de quelqu'un qui s'est fait niquer comme ça. Grave. Tellement. Bah, c'est comme moi quand tu sais que enfin, en ce moment, je suis dans un stage difficile. Je sais que il y en a des précédents, ils ont fait une méga dépression. Je suis arrivé, j'étais pas serein. Je fais ouf. Va falloir évacuer quelque part. Hein. Mais ça me fait grave penser à ce que tu me dis que peut-être t'as des posts sur LinkedIn qui disent oui, à chaque fois que vous passez un entretien d'embauche, demandez pourquoi il y a un poste qui se libère. Parce que il y a des fois où c'est pas net. Ouais. Il y a des fois où le prédécesseur. Et pourquoi le poste qui se libère? C'est un nouveau poste ou il y avait quelqu'un avant? En fin de chapitre, et attends, juste pour rebondir sur ça 2 secondes, mais tu sais en plus Tyrion il évoquait dans son premier chapitre les différentes mains qui étaient sous le règne d'Aerys Targaryen. Et en fait quand tu fais la liste, tu te rends compte qu'il y en a presque aucune qui a fini dans un sort joyeux quoi. Il y en a 2 qui ont fini en exil, privés de leur titre et de leur terre. Il y en a une qui est morte. Il y a Jon Arryn qui est mort, on le sait, presque assassiné. Ned Stark, c'est la même chose. Le poste est comme Arenal, quoi. Il est maudit. Ouais, le poste, il est jamais. Genre, on te propose la main du roi, on dit, ouais, tu préfères pas que je fasse le ménage, c'est mieux. Je crois que c'est mieux, hein. Je fais des très bons sandwichs, quoi. Je fais des très bons sandwichs. Je vois. En fin de chapitre, Tyrion pose une question à Bronn. Si je te demandais de tuer un bébé, une petite fille encore au sein, le ferais-tu sans poser de questions? Et Bronn lui répond alors, sans poser de questions, non. Je demanderai combien. Et là, on sent la différence entre le Bronn des livres et celui de la série. Donc celui des livres, il est bien plus cynique et bien plus amoral que celui de la série. Alors vraiment, et là, il y a le Bronn de la série, il est pas dénué de morale à ce point où il pourrait tuer un bébé de cette manière comme ça. Ah, t'es pas trop d'accord, Guillaume? Au début, ça m'étonnerait pas. À la fin, quand on commence à mieux le connaître, peut-être. Mais c'est vraiment dans la dernière saison où tu sens que quand même il a quelque part une petite part de loyauté et d'humanité, mais au début, c'est un gros bâtard aussi. Hein. Bah justement, moi j'avais écrit que justement dans la dernière saison, il y a un moment où ils ont essayé de lui redonner cette part d'amoralité, mais que ça marchait pas en fait, parce que tout au cours de la série, on a appris à le connaître, et il y a eu des moments où Bronn l'a vraiment effectué des actes, je veux dire, pas gratuitement, mais tu vois, tu sentais que il y avait des moments où il était bon, entre guillemets. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et alors que même au début, en fait Bronn il est un peu drôle, tu vois, dans la série, même au début, genre tu sais, il fait quelques blagues par-ci par-là, genre il a un petit sourire en coin.
Mais là, genre, le Braun de la série, je le vois absolument pas dire, je demanderais combien pour tuer un bébé, tu vois. Ou il le dirait peut-être sur le ton de la blague, mais ça serait pas sérieux. Ouais, peut-être, je le vois bien dire sur un blagueur. Enfin voilà, on en a fini pour cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et puis, eh bien, on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ah oui, bien sûr, suivez-nous sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et on voudrait parler de notre partenaire norvégien. Non, c'est faux. Non. Allez, à la prochaine.